Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Philu, professeur à Sciences Po, qui vient de publier aux éditions La Découverte « Main basse sur Israël » avec comme sous-titre « Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Bonjour Jean-Pierre Philu. Bonjour. Vous écrivez au début de ce livre que l'idée d'écrire ce livre vous est venue il y a maintenant près de 3 ans, plus de 3 ans, juste après une déclaration publique de Netanyahou à Jérusalem. Oui, effectivement, le 20 octobre 2015, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, intervient en anglais, d'ailleurs, pas en hébreu, devant le congrès sioniste réuni à Jérusalem, à la veille d'un déplacement officiel à Berlin. Et il fait cette déclaration hallucinante où il attribue à Ajamin al-Husseini, donc le grand moufti de Jérusalem alors exilé, l'idée, la paternité intellectuelle des chambres à gaz. Et où il affirme que c'était au cours d'un entretien en 1941 entre Husseini et Hitler que ce leader palestinien aurait convaincu le chef nazi de se livrer par ce biais à l'extermination du peuple juif. Alors c'était tellement scandaleux que, j'avoue, j'en suis resté un peu sous le choc, comme historien, comme citoyen. J'ai vu l'ampleur que la polémique prenait en Israël et dans la diaspora. Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, a même parlé de prostitution de la Shoah à cette occasion. Et mes collègues historiens de Yad Vashem, le mémorial consacré à l'Holocauste à Jérusalem, se sont élevés avec force contre une telle réécriture de l'histoire. Il faut savoir qu'on a le compte-rendu de cet entretien entre Hitler et Husseini de 1941. Rien de ce que mentionne Netanyahou n'y existe. Et il a fallu que la chancelière allemande, Angela Merkel, démente et rappelle la responsabilité entière des nazis et de l'Allemagne dans la Shoah dès le lendemain, alors que Netanyahou continuait à marteler cette contre-vérité. Alors ça m'a d'abord choqué et puis interpellé comme historien, et j'ai voulu essayer de comprendre comment un chef de gouvernement israélien pouvait en arriver à essayer d'exonérer les nazis de la responsabilité au moins intellectuelle de l'Holocauste pour en accuser les Palestiniens. Oui, parce que l'enjeu, il est bien là. C'est que, en attribuant au Grand Musée de Jérusalem l'idée des chambres à gaz, il exonérait Hitler et il faisait passer les Palestiniens pour complices intellectuels de la Shoah en exonérant Hitler, ce qui fait que, comme vous venez de le dire, même les Allemands ont protesté en disant non, c'est bien Hitler qui est responsable de la Shoah, il ne faut pas disperser les responsabilités. Alors, en entamant mes recherches, j'ai découvert avec stupéfaction que cela faisait déjà des années que Netanyahou, dans ses entretiens privés avec différents dirigeants occidentaux, martelait cette contre-vérité manifeste pour justifier son refus de relancer toute forme de processus de paix avec les Palestiniens. Et du coup, j'ai commencé à creuser, je ne savais pas où cette recherche m'a mené, et j'ai découvert ce qui donne la substance de ce livre en suivant le fil rouge du parcours personnel de Netanyahou, mais aussi celui d'un autre historien qui est son père, Benzion Netanyahou, mort il y a peu de temps à 102 ans, et qui a beaucoup marqué intellectuellement son fils, d'abord parce que c'était un collaborateur direct de Zev Jabotinsky, le tenant de la droite révisionniste, donc le courant totalement opposé. La Jordanie est aussi partie de ce territoire, de cette terre d'Israël, il l'appelle la terre de Galaad, et d'ailleurs sur différents emblèmes et dans différents discours et hymnes de ce mouvement, on invoque la rive orientale du Jourdain. Donc c'est sur ce point précis, donc on voit qu'il y a
vraiment un extrémisme de la part de Jabotinsky. Et puis, il y aura une contestation qu'on qualifierait aujourd'hui ultra-libérale du modèle progressiste des sionistes majoritairement travaillistes. Avec une dénonciation des bolcheviks de Ben-Gourion dénonçant en retour les tendances fascistes, voire nazies des révisionnistes. On voit que dans les années 30, le débat volait déjà très très haut. Oui, vous écrivez que Ben-Gourion accusait Jabotinsky de vouloir le traiter, lui et ses camarades, comme les nazis l'auraient traité en Europe. Exactement. Alors, rappelons qu'au moment du deuxième conflit mondial, quels que soient ces différends, Jabotinsky se prononce pour la solidarité entière avec les Alliés contre les nazis, et c'est d'ailleurs à New York qu'il va mourir en 1940, alors qu'il veut prôner cet engagement juif dans la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons au père de Netanyahou, Benzion Netanyahou. Donc non seulement il va être le collaborateur de Jabotinsky dans ses derniers moments d'exil, mais il va, comme historien, développer toute une vision extrêmement pessimiste de l'histoire du peuple juif, qu'il qualifie lui-même d'histoire d'Holocauste au pluriel. Et j'avoue que ce pluriel est assez troublant. Sa spécialité, donc à Papa Netanyahou, c'est l'Inquisition en Espagne. Et sa thèse, qui va provoquer la fureur des milieux historiques en Israël, c'est que, eh bien, les Marans, c'est-à-dire les Juifs convertis que l'Inquisition a jugés, pour certains d'entre eux brûlés, eh bien, étaient des catholiques sincères, qu'ils n'étaient plus juifs, et que non, ils n'avaient pas défendu la foi de leur père en secret de la clandestinité. Oui, ils s'étaient convertis et ça ne leur avait pas sauvé la vie. Donc, tollé en Israël, où justement l'histoire est au contraire d'une résistance sourde de ces maranes à l'oppression catholique qui leur a coûté la vie. Et donc on voit cette vision où au fond le peuple juif serait toujours menacé d'extinction et qu'il n'y aurait que la terre d'Israël où il pourrait non seulement se régénérer, ce qui était le rêve des pères fondateurs du sionisme, mais aussi échapper à l'extinction. Et l'extinction par la persécution, mais aussi l'extinction par l'assimilation. Et il faut rappeler cette citation terrible de Jabotinsky, il faut nous débarrasser de la diaspora avant qu'elle ne se débarrasse de nous. Il y a même certaines traductions qui disent il faut liquider la diaspora avant qu'elle ne nous liquide. Donc un rapport très agressif avec une diaspora qui va amener Netanyahou, alors là j'arrive à l'actualité plus récente, à entretenir une relation très brutale avec la diaspora et surtout avec les Juifs américains, et ça va se focaliser sous les 2 mandats d'Obama, vu que les Juifs américains vont voter à plus de 80% pour Obama, et que Netanyahou va considérer qu'Obama est littéralement pour lui l'homme à abattre aux États-Unis. Revenons au grand mufti de Jérusalem, parce qu'on entend régulièrement cette accusation qu'il aurait plaidé pour la Shoah, qu'il avait été complice d'Hitler. Effectivement, ils se sont rencontrés, mais vous notez que en fait, il n'y a pas une rue palestinienne qui porte son nom, et donc il n'est en rien un héros pour les Palestiniens actuels, et sa légion arabe qu'il avait montée n'avait pas beaucoup d'effectifs. Ah, il a moins recruté donc pour la cause nazie que les Alliés n'ont pu enrôler spontanément de Palestiniens. Ajamin al-Husseini est un antisémite avéré, un collaborateur des nazis, mais l'impact de son message s'est concentré en fait dans les Balkans, où il a effectivement inspiré une division SS, division Anjar, qui a commis des atrocités de masse à l'encontre des Serbes et des Croates essentiellement. Donc effectivement un bilan
historique catastrophique pour le Moufti de Jérusalem, mais un impact sur le mouvement national palestinien qui a été très limité. C'est-à-dire que c'était, comme vous l'écrivez et le dites, un antisémite avéré, mais par contre, son influence sur les Palestiniens était fluette, pour ne pas dire nulle, et donc il est tout à fait anormal d'accuser les Palestiniens d'avoir été antisémites et poussé à la solution finale dès les années 30 ou 40. Effectivement, d'ailleurs on voit que l'Organisation de libération de la Palestine, donc l'OLP, qui est fondée en 1964, est très largement fondée contre le Moufti Husseini, qui vit à ce moment-là en exil à Beyrouth, et qui est totalement et définitivement marginalisé par ce mouvement. Alors vous rappelez dans votre livre une autre déclaration un petit peu spectaculaire et choquante de Netanyahou, celle du 22 juillet 2006 où il dévoile une plaque où il honore les auteurs d'un attentat. Oui, effectivement, on est tristement habitué au dévoilement de plaques à la mémoire et en hommage des victimes dans un attentat. Moi, je ne connais pas d'autres cas de plaques à la gloire des auteurs d'un attentat. On est effectivement en juillet 2006, c'est pour le 60e anniversaire de l'attentat contre le King David à Jérusalem, qui visait dans cet hôtel de Jérusalem le quartier général britannique, mais qui avait fait des dizaines de victimes civiles, entre autres juives. Cet attentat a été perpétré par l'Irgun, ce qui veut dire littéralement l'organisation, c'est-à-dire le bras armé de la droite révisionniste. Donc il y a différents niveaux. Il y a d'abord dévoiler une plaque à la gloire des attentats. Bon, il faut savoir que deux des personnes qui avaient amené les bombes à l'intérieur de l'hôtel organisaient une visite guidée de l'hôtel à cette occasion au profit d'invités triés sur le volet. Et puis on a un ancien Premier ministre qui quand même associe son crédit à cet hommage à des terroristes avérés. Et puis, on a l'idée qu'au fond, c'est cet attentat qui aurait contribué à accélérer le départ des Britanniques de Palestine et que, bon, selon on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et bien voilà, ce n'est pas un événement dont on devrait avoir honte, au contraire, il faudrait le célébrer. Donc toutes ces couches qui se complètent amènent effectivement à cet événement très, très troublant. Donc un peu, disons, paradoxal pour le moins au moment où le monde entier est mobilisé dans la lutte contre le terrorisme. Vous dites, vous dressez un portrait assez complet de Netanyahou, de sa formation entre les États-Unis et Israël. Et en fait, vous avez quand même pas mal de doutes sur le personnage, mais vous admettez qu'il a quand même gagné haut la main, à la fois la bataille politique, puisqu'il va battre les records de longévité pour un Premier ministre, mais même également, vous dites qu'il a gagné la bataille des idées dans Israël. Ah, c'est très frappant. C'est ce que, comme historien, j'appelle le grand récit, hein, et on voit bien que le grand récit révisionniste est désormais sur le devant de la scène. J'ai participé récemment à un débat en Israël, en duplex, où un des intervenants, de manière presque banale, qualifiait Ben Gourion de dictateur, pour justement exalter la figure actuelle d'un Netanyahou qui serait beaucoup plus respectueux de la démocratie que le père fondateur d'Israël. Donc on voit que ce n'est pas uniquement la question des Arabes, des Palestiniens, mais c'est profondément une réécriture de l'histoire d'Israël, où il faut montrer que l'Irgun n'était pas un groupe minoritaire, mais représentait la résistance anti-britannique, affirmer que Ben Gourion, bon, certes, il était là lorsque la déclaration d'indépendance a été lue par ses soins, mais qu'après tout, derrière lui, il y avait beaucoup d'autres mouvements, évidemment de droite, dont on sait qu'à l'époque, ils étaient ultra-minoritaires, mais dont aujourd'hui, on exalte l'influence comme s'ils étaient la vérité d'Israël depuis le début. Et c'est ce grand basculement, ce grand récit que je mets en lumière, et il est évident que la gauche israélienne porte une lourde responsabilité depuis la mort tragique, l'assassinat de Rabin en 1995,
en acceptant d'aller débattre sur le terrain qu'a choisi Netanyahou, et donc en essayant de lui opposer des arguments auxquels il peut répondre, vu qu'il est le maître du débat dont il a choisi le cadre et le terrain. Vous parlez de l'assassinat d'Isaac Rabin, qui a été effectivement un tournant, non seulement dans la vie politique israélienne, mais dans le processus de paix qui est en panne depuis. Et sans bien sûr attribuer cette responsabilité à Netanyahou, vous écrivez quand même qu'il a joué un rôle non négligeable dans le climat de haine à l'égard de Rabin, accusé de trahir Israël pour aller vers la paix avec les Palestiniens. Alors Netanyahou peut, à juste titre, dire qu'il n'a jamais lui-même prononcé le nom de traître pour qualifier Rabin et qu'il n'a jamais appelé directement à sa mort. Mais il a participé à des meetings où les cris de mort à Rabin ont été entendus. Il ne s'est pas retiré, au contraire, il a encouragé ses partisans et les colons à manifester devant la résidence officielle du Premier ministre Rabin, mais aussi devant sa résidence privée, à littéralement lui pourrir la vie en le harcelant lors de tous ses déplacements, et même à lui interdire de prendre la parole devant la Knesset, ce qui était quand même un déni de démocratie caractérisé. Alors là-dessus, bon, je renvoie à l'excellent et poignant documentaire d'Amos Gitaï, Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, où il y a des images mais absolument accablantes sur la responsabilité de Netanyahou dans ce climat de haine. Et puis je citerai à la fois la veuve d'Yitzhak Rabin, Léa, qui a accusé publiquement Netanyahou de cette responsabilité au moins morale, et Itamar Rabinovitch, qui a été un de ses conseillers les plus proches, qui lui-même est historien de formation, et qui est là-dessus tout à fait catégorique. Donc Netanyahou, on le voit, après la mort de Rabin, est paniqué, parce qu'il sent que tout ça pourrait lui tomber dessus. Il se tient quoi pendant quelques jours, et puis au bout de quelques jours, le naturel revient au galop, il se rend compte que sa carrière politique n'est pas terminée, et va utiliser à peu près les mêmes arguments contre Shimon Peres qu'il avait utilisés contre Rabin, et en mai 1996, il remporte de très peu les élections, parce qu'il a justement tapé très très bas au cours de la campagne, et que ça a payé. Vous dites que la gauche en Israël a disparu et les quelques ONG qui se réclament de la gauche sont désormais menacées d'un point de vue politique, juridique, voire sécuritaire. Ah, tout à fait, on voulait même, et puis devant l'énormité de la mesure envisagée, on a reculé, leur attribuer un badge distinctif lorsqu'ils intervenaient à la Knesset pour pouvoir mieux les repérer. Donc on voit, mais ça c'est un processus qui est commun aux dérives illibérales, y compris en Europe. Et les relations entre Viktor Orban et Netanyahou sont très étroites. Tous les deux ont été Premier ministre une fois. Viktor Orban, pourtant, qui fait quelques concessions à l'antisémitisme. Pour Netanyahou, ils ont un ennemi commun, et cet ennemi commun se trouve être milliardaire juif et américain. Il s'agit de George Soros, qui est justement un des mécènes de ces ONG de gauche que Netanyahou veut bâillonner. Et donc on voit dans les deux cas l'idée martelée que la souveraineté populaire se réduit au vote qui a permis l'accession du leader à la tête du gouvernement. Il ne peut pas y avoir d'autres instances de contre-pouvoir, donc dans les deux cas, Hongrie, Israël, la Cour suprême, la presse, la justice, les ONG sont pourchassés. Et pour les ONG, on a le coupable tout désigné, c'est George Soros. Donc c'est une manipulation cosmopolite de la finance internationale pour saper, en utilisant des ONG antipatriotiques, justement la souveraineté exclusive du chef de gouvernement. C'est très frappant. Et effectivement, le fait que la cible soit un juif qui a échappé à l'Holocauste en Hongrie parce qu'un fonctionnaire hongrois n'a pas appliqué les ordres et l'a donc sauvé, eh bien c'est assez, là aussi,
accablant aujourd'hui. En liaison, bien sûr, avec l'utilisation qu'il fait de Mufti de Jérusalem, il y a quand même très régulièrement dans le discours de Netanyahou le fait de dire que l'opposition des Palestiniens ne vient pas de l'occupation de la répression, mais qu'elle est due à une haine inextinguible à l'égard des Juifs, et que c'est donc pour ce que les Juifs sont et non pas pour ce que le gouvernement israélien a fait. Oui, mais là aussi, hein, c'est cette philosophie profondément pessimiste qui vient de Jabotinsky, le père de Netanyahou, cette idée de la guerre éternelle, et c'est le titre d'un de mes chapitres, d'une menace existentielle. Et que, en effet, la question n'est pas la politique de tel ou tel gouvernement, la colonisation de tel ou tel territoire, mais cette haine qui, comme elle serait éternelle, eh bien, on ne pourra pas la neutraliser par un traité de paix. Donc, c'est pas la peine de faire la paix. L'important, c'est le rapport de force, hein, et le rapport de force doit être écrasant, et toute concession et par avance dénoncée comme... Mais quelque part, il gagne, parce qu'effectivement, le rapport de force est déplacé à droite en Israël et en défaveur des Palestiniens et en faveur d'Israël sur la scène mondiale. Là encore, on peut faire le constat de cet actuel rapport de force où, et ça c'est l'historien qui parle, considérer qu'Israël avait un rapport de force qui ne sera pas éternel, qui lui aurait permis de conclure la paix aux meilleures conditions, et qu'au lieu de ce faire, Israël a épuisé une partie de ses ressources, de son crédit, à la fois dans cette guérilla permanente à l'encontre des Palestiniens, et puis aussi dans la campagne contre l'Iran, dont on voit qu'elle est assez étrange, parce qu'elle s'est focalisée sur un programme virtuel, hein, la menace nucléaire, alors qu'elle n'a pas réagi à la percée concrète de l'Iran à la faveur de la guerre déclenchée par Assad contre son peuple. Donc des menaces tellement existentielles qu'on en finit par perdre de vue ce qui devrait être la priorité absolue d'Israël, c'est-à-dire les menaces concrètes. Alors, vous dites, et vous l'avez déjà évoqué, qu'il y a une sorte de fossé entre la communauté juive américaine et Israël, que désormais aux États-Unis, le plus fort soutien d'Israël sont plutôt les chrétiens évangélistes et non plus la communauté juive. Est-ce qu'il en va de même en France? On a un peu l'impression qu'en France, à l'inverse, il y a que la solidarité est quand même très forte entre la communauté juive et Israël, et plutôt le gouvernement Netanyahou. Là encore, hein, je crois que le débat n'a pas été ouvert, donc on ne peut pas en préjuger. Je pense que les prochaines échéances en Israël, donc les élections anticipées à avril prochain pour la Knesset, mais aussi que les décisions qu'a prises Netanyahou par rapport à la diaspora, qui sont très troublantes, hein, au point que l'agence juive a été confié au chef de l'opposition à Netanyahou, un geste de désaveu absolument sans précédent. Je crois que tout ça va finir par poser problème. C'est en tout cas mon pari, c'est que ce débat peut être ouvert et aussi animé en France qu'aux États-Unis, mais aussi en France qu'en Israël. Et là, les élections se profilent. Vous dites qu'en fait, Netanyahou cherche plutôt l'immunité liée au pouvoir que l'exercice du pouvoir lui-même. Oui, étant entendu qu'à un moment, tout ça s'en mêle dans sa tête. Mais il est obsédé par le précédent de son prédécesseur, Ehud Olmert, qui a purgé 18 mois de prison pour des malversations immobilières quand il était maire à Jérusalem, qui paraissent de sympathiques peccadilles en comparaison des dossiers qui sont aujourd'hui constitués contre Netanyahou. Je rappellerai qu'en 1977, Yitzhak Rabin démissionne de son poste de Premier ministre du fait de la simple révélation de l'existence contraire à la réglementation d'échange en Israël d'un compte en dollars de son épouse aux États-Unis. Donc on voit quand même que la moralité en politique a été très nettement dégradée par Netanyahou. Aujourd'hui, il a 3 affaires très graves pour lesquelles la police israélienne a d'ores et déjà recommandé sa mise en examen pour corruption
abus de confiance et fraude. La question est de savoir si le procureur général va décider cette mise en examen, et si oui, s'il le fait avant ou après les élections. Merci Jean-Pierre Philu, je renvoie à la lecture de votre livre « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ».